Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, nous entendrons le procureur de Belgique qui donne plus d'informations en ce moment même dans une conférence de presse sur les attentats d'hier. Beaucoup de nouvelles précisions visiblement apportées par le procureur, on l'entendra. Mais d'abord, vous le savez, on vous donne la parole sur Europe 1 jusqu'à 14h. Vous nous appelez au 39 21 pour poser vos questions à nos experts. Voilà, 3 experts sont avec nous dans le studio d'Europe Midi. Alain Arco, chef du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Alain. Bonjour. Pierre Servant, vous êtes spécialiste des questions militaires. Il y a beaucoup de questions. Alors, on est en guerre et qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour. Bonjour. Donc, vous répondrez aux auditeurs d'Europe 1. Et puis Sophie Peters, psychanalyste que vous retrouvez du vendredi au dimanche, toutes les nuits, 22h30, 1h. C'est la libre antenne d'Europe 1. Et Sophie Peters, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Vous nous accompagnez dans ce dialogue avec les auditeurs parce qu'évidemment, des événements comme ceux qui se sont produits hier à Bruxelles suscitent beaucoup de peur, d'angoisse, des questions. Et donc, nous essaierons ensemble d'y répondre, Sophie. J'accueille Raymond sur l'antenne. Bonjour Raymond. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Vous êtes à Cutry en Meurthe-et-Moselle. Je suis à Cutry en Meurthe-et-Moselle, donc je voulais passer, avant de commencer, un petit message de soutien et de sympathie à nos amis belges. Bien sûr. Et frontaliers, puisque nous sommes frontaliers à la Belgique. Bien sûr. Voilà. On comprend votre message. Et quelle est la question ou ce que vous vouliez formuler Alors, moi, je formule une colère et un questionnement. La colère, elle est d'entendre toujours la même chose au lendemain d'attentats. On entend toujours la même chose de la part des hommes politiques, des journalistes, des commentateurs. Monsieur Servant, je connais très bien, je le vois souvent à la télévision. Et donc, à partir du moment où on est en guerre, moi je me dis, à un moment donné, on ne fait pas la guerre avec des ordinateurs. On fait la guerre avec des armes. Et si on se souvient bien, en 14-18, 39-45, quand il y avait la guerre, eh ben, on se battait avec des armes. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on n'envoie pas des dizaines ou des centaines de milliers d'hommes, américains, français, anglais, etc., en Irak, en Arabie Saoudite, détruire ces gens qui menacent le monde. Si nous sommes en guerre, faisons la guerre. C'est ce que vous dites. Faisons la Raymond. guerre. D'accord. Faisons pas la guerre avec les ordinateurs. D'accord. Alors restez avec nous, Raymond. Pierre Servant, au fond, on peut comprendre la question. On dit qu'il y a 30 000 combattants à Daesh. Oui. Donc on se dit, après tout, pourquoi ne pas mettre les moyens pour éradiquer Daesh ? La question que Raymond pose, elle est importante et récurrente parce que on n'arrive pas à comprendre ces nouvelles formes de guerre. D'abord parce que nous, Français, on a dans notre mémoire 14-18, 39-45, donc des choses assez bien identifiées avec des États en armes. Mais la question de la guerre, c'est qui est l'ennemi et comment on le combat. Donc là, Raymond cite l'Irak, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est compliqué parce que c'est notre principal bailleur de fonds pour les ventes d'armes qu'on fait à l'extérieur. Et effectivement, après avoir joué un rôle trouble avec Daesh, aujourd'hui, c'est un ennemi de Daesh, bien que ce soit deux puissances sunnites. Pour faire simple, quel est le problème ? C'est qu'on n'a pas d'État devant nous. On a un pseudo-califat. Pourquoi on n'est pas allé à Raqqa ? Puisque Raqqa est le siège de Daesh. Alors c'est là où on rentre dans la complexité des guerres qu'on appelle baroques, asymétriques, bâtardes, enfin tout ce qu'on veut. C'est-à-dire tout sauf ce qu'on a connu avec des ennemis identifiés. C'est que très simplement, à cause de l'énorme sottise, pour pas utiliser un mot plus fort, que les Américains ont commise en 2003, en faisant cette invasion-libération de l'Irak. Si aujourd'hui vous remettez des soldats occidentaux au Levant et en Mésopotamie, vous allez coaliser autour de Daesh tous ceux qui vont considérer que c'est à nouveau une nouvelle croisade des chrétiens, du monde occidental, etc. Et l'ami Poutine, si je puis dire, ami Poutine entre guillemets, ne nous aide pas du tout, puisqu'il fait bénir ses avions de combat par des popes orthodoxes, et que compte tenu de ces dimensions religieuses qu'il a voulu mettre, l'Arabie Saoudite, justement, a lancé des fatwas contre la Russie, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut trouver un cercle vertueux pour s'adapter à des guerres qui sont baroques, qui sont un peu comme les montres molles de Dali, c'est pas du tout des cartels bien identifiés. Et il faut quoi ? Il faut les frappes aériennes que la coalition opère, en appui de soldats au sol qui doivent être des autochtones, c'est-à-dire dans la zone... C'est ce qui se passe depuis des mois ? Oui, c'est ce qui se passe depuis 2015. Avec une efficacité ? Avec une certaine efficacité, avec les Kurdes notamment qu'on appuie. Qui n'empêche pas Daesh tout de même d'avoir une capacité opérationnelle. Alors voilà, c'est là où on rentre dans une guerre qui n'est pas mondiale, mais qui est mondialisée. Daesh est présent dans 5 continents sur 6. Il a des métastases partout. Il a siphonné une partie des groupes de combat d'Al-Qaïda. Et donc justement, je dis que Al-Baghdadi, c'est un joueur d'orgue
de barbarie, bien sûr. Le dirigeant de Daesh. De Daesh, parce qu'il joue sur plusieurs claviers. Quand il est enfoncé, ce qui est le cas au Levant et en Mésopotamie, il perd du terrain, les frappes aériennes ont affaibli ses capacités, notamment financières. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se diversifier en Libye. Il pousse ses métastases en Libye. Derrière la Libye, il y a la Tunisie et il y a l'Algérie qui est considérée comme le maillon faible du Maghreb, c'est-à-dire la grenade qui va exploser demain, et si elle explose, nous Français, on va la prendre en pleine figure. Donc diversification sur le terrain, et puis multiplication des attentats, pas seulement l'Europe, mais si vous regardez la fin de la séquence 2015, Arabie Saoudite, Égypte, Turquie, Liban, l'Europe, la France aujourd'hui, donc l'Europe, et c'est pour ça que vous avez une guerre émiettée, ce que les militaires appellent une guerre mercure. Rappelez-vous, Jean-Michel, quand vous avez cassé votre thermomètre enfant, la boule de mercure qui s'éclate. Aujourd'hui, la guerre, elle ressemble à ça. Et arriver à taper sur ces petites boules de mercure, c'est un peu plus compliqué que ce que Raymond imagine, même si je partage parfois sa colère. Voilà, donc en tout cas, la réponse de Pierre Servan montre bien la complexité des choses. Nous avons maintenant, et nous voulons vous le faire entendre, Maxime, des éléments nouveaux sur l'enquête qui est menée à Bruxelles. Oui, le procureur fédéral belge est en train de donner une conférence de presse, Frédéric Van Loo, qui donne plusieurs détails importants sur les attentats et sur l'enquête en cours. Je vous propose d'écouter Frédéric Van Loo. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des attentats de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem et de la station de métro Maalbeek à Bruxelles, les premiers devoirs d'enquête ont permis de préciser les éléments suivants. En ce qui concerne l'attentat à l'aéroport de Bruxelles National, une première explosion a eu lieu le 22 mars 2016 à hauteur de la rangée 11 à 7h58, 28 secondes dans le hall des départs. Très rapidement, à 7h58, 37 secondes, une seconde explosion a été déclenchée à hauteur de la rangée 2. Une photo montrant les 3 suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des 2 kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui, né à Bruxelles le 9 octobre 1986, de nationalité belge. Le second kamikaze, à gauche sur la photo, n'a pas encore été identifié. Le 3e suspect, vêtu d'une veste claire et portant un chapeau, est en fuite. Il a déposé un grand sac puis est parti avant les explosions. Son sac contenait la charge explosive la plus importante. Peu après l'arrivée du service de déminage de la Défense, ce sac a explosé en raison de la grande instabilité des explosifs. Heureusement, aucune personne n'a été blessée grâce au professionnalisme des intervenants. Cette 3e personne, toujours non identifiée, est activement recherchée. Après enquête, il est apparu qu'aucune arme de guerre ou de poing ayant pu appartenir aux auteurs n'a été trouvée à l'aéroport. Un chauffeur de taxi s'est présenté à la police pour déclarer avoir pris en charge 3 personnes à Schaerbeek, au 4 rue Max Roos. Une perquisition a été effectuée à cette adresse et a permis de découvrir 15 kilos d'explosifs de type TATP, 150 litres d'acétone, 30 litres d'eau oxygénée, des détonateurs, une valise remplie de clous et de vis, ainsi que du matériel destiné à confectionner des engins explosifs, des bacs en plastique, des ustensiles divers, des ventilateurs. Dans une poubelle de la même rue, les enquêteurs ont trouvé un ordinateur contenant le testament de Ibrahim El Bakraoui, dans lequel il déclare, je cite, « être dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout, ne plus être en sécurité, et que, s'il s'éternise, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule. » Fin de citation. Une 4e perquisition a été effectuée toujours à Schaerbeek hier dans la soirée. Une personne a été interpellée et est actuellement entendue par les enquêteurs. En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Maalbeek à Bruxelles, le métro visé quittait la station Maalbeek en direction de la station Arlois. L'explosion s'est produite à l'intérieur de la 2e rame, alors que celle-ci était toujours dans la station. Le kamikaze a été identifié par ses empreintes. Il s'agit de Khalid El Bakraoui, frère de Ibrahim, né à Bruxelles le 12 janvier 1989, de nationalité belge. Les 2 terroristes décédés avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme.
Les investigations de police techniques et scientifiques, en compagnie de nombreux experts, sont toujours en cours sur les différentes scènes de crime et se poursuivront encore durant de nombreuses heures, voire même plusieurs jours. Voilà donc pour les premières précisions officielles apportées par le procureur fédéral belge Frédéric Van Loo. Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, vous êtes avec nous. Il y a un nom qui revient dans cette conférence de presse, c'est le nom Bakraoui. Les frères Bakraoui sont formellement identifiés comme étant 2 des kamikazes hier. Voilà, ils avaient été identifiés par la vidéosurveillance, ils le sont désormais par leurs empreintes. L'un a péri en kamikaze dans l'aéroport, l'autre dans le métro. En revanche, effectivement, sur les 2 hommes qui se trouvaient dans l'aéroport, qui eux aussi poussaient des chariots avec des bombes dans leur sac, ces 2 hommes n'ont pas été identifiés à l'heure où nous parlons. Nous ne savons par exemple pas s'il s'agit de Lamchaoui, celui qui est considéré comme le potentiel artificier de l'organisation. Et juste encore une question, l'un des frères Bakraoui a donc laissé un testament, une sorte de testament ? Un testament sonore, semble-t-il, dans un ordinateur qui a été retrouvé à proximité dans une poubelle, où il ne dit pas expressément qu'il veut se venger la mort de Salah Abdeslam, mais où il exprime son désarroi, plus exactement, genre j'ai perdu mon chef, je ne sais plus ce qu'il faut faire, et on sent véritablement qu'il ne veut pas être arrêté, ne pas se retrouver en prison, et donc il préfère mourir en martyr. Ce qui est impressionnant, c'est aussi ce qui a été saisi dans l'appartement, 15 kilos de TATP, c'est un explosif artisanal qu'on peut fabriquer à partir d'ailleurs d'acétone, d'eau oxygénée, des ingrédients qui ont également été trouvés dans l'appartement, explosif extrêmement instable, à tel point que c'est sans l'intervention des démineurs que la valise qui n'avait pas sauté initialement a fini par exploser dans l'aéroport. C'est du TATP qui avait servi à Paris ? Oui, c'est aussi du TATP dans des quantités beaucoup moins importantes, puisque dans les ceintures explosives de Paris, au Stade de France et au Bataclan, on estime qu'il y avait à peu près 1,5 kg de TATP. Là, il y avait en stock 15 kilos et il y avait vraisemblablement 20 kilos dans la valise qui n'avait pas explosé initialement. Et voilà donc pour ces premières explications officielles données par le procureur fédéral belge. Voilà, et bien entendu, si d'autres informations étaient données par le procureur dans les minutes qui viennent, nous vous les communiquerons sur l'antenne d'Europe 1. Nous reprenons notre dialogue avec les auditeurs. Annick est avec nous. Bonjour Annick. Oui, bonjour Jean-Michel. Je voudrais saluer mon époux qui ne sait pas que je vous j'ai sur Europe 1. Bon, d'accord. Donc je l'embrasse, c'est fait. Voilà, c'est fait. Jean-Michel... S'il écoute Europe 1, ça lui fera plaisir. Oui, il écoute Europe 1 depuis 45 ans, c'est pas grave. Bon, mais c'est très bien, et surtout qu'il ne change rien. Hein. Ce n'est pas une maladie. Non, pas du tout, je le confirme. Voilà. Mais je voudrais vous parler d'autre chose, Jean-Michel, mais puisque l'on parle de guerre, moi je repense, j'étais née toute petite de la dernière guerre, mais je voudrais qu'on entre en résistance. Comme tous ceux qui ont résisté pendant la dernière guerre. Je parle de ces héros de la SNCF, je lis mon texte parce que je suis trop émue pour être naturelle. Allez-y. Je pense à ces citoyens qui ont sauvé d'innombrables personnes, et je ne peux pas juger des actions menées par l'État, mais je sais que l'union fait la force. Aussi, si tous les gars de l'EDF, de la SNCF, des fonctionnaires qui sont aux commandes de notre pays se mettent en éveil, je dis bien en éveil, et résistent, nous vaincrons ces fous furieux. C'est tout ce que je voulais vous dire. Il faut absolument réagir. Merci. Et je ne veux surtout pas que mes enfants et mes petits-enfants meurent dans un attentat. Je comprends le sens de votre appel, Annick. Vous voulez savoir, et nous verrons ça avec Sophie Peters après une courte interruption, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons nous impliquer dans cette lutte très informelle, Pierre Servan en parlait très bien tout à l'heure, que nous menons contre un ennemi qui ne ressemble à rien de ce que nous avons connu. Restez avec nous, Annick, nous faisons une petite pause et nous nous retrouvons dans quelques instants sur l'antenne d'Europe 1. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Voilà, l'antenne d'Europe 1, vous êtes accessible par le 3921 jusqu'à 14h, antenne spéciale, à la suite bien sûr des attentats qui ont eu lieu à Bruxelles hier matin. Annick était avec nous, Sophie Peters, et la question qu'elle posait, c'était qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux, dans ce contexte-là, être un peu actif peut-être pour liquider une forme d'angoisse qui nous saisit face à ces événements ? Oui, c'est aussi, c'est forcément la question qu'on se pose, et ça rejoint aussi le témoignage de Raymond tout à l'heure qui était très en colère. La colère, ça signifie, c'est une émotion qui nous indique qu'on est dans l'impuissance. Et de fait, on se sent impuissant face à des événements qui sont imprévisibles et sur lesquels on n'a pas la main, on peut même pas s'y préparer. Il n'y a pas de préparation à l'événement. Alors maintenant, l'action, quand on est un citoyen, ça peut prendre la forme effectivement du sens qu'on va donner à ces
ces événements, de rechercher aussi une forme de sécurité intérieure. On parle de sécurité intérieure d'un pays. Je pense aussi à la sécurité intérieure des individus, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, mais entre soi, c'est-à-dire recréer de la solidarité, de la confraternité, de l'engagement, pas céder à la panique ni à un mode passif, mais essayer de redonner du sens dans nos vies qui étaient jusqu'à présent hyper protégées. Donc c'est très nouveau. C'est Balzac qui disait la résignation, c'est un suicide quotidien. On peut pas se résigner à ce type d'événement. On peut pas non plus se dire que on reprend une vie normale. Il n'y a pas de normalité en la matière. Et ce serait quoi une vie normale dans ces circonstances? Mais en revanche, ça vient nous interroger sur nos comportements, nos manières d'être ensemble, de vivre ensemble, d'être citoyens dans un pays. On disait tout à l'heure entre nous des contrôles de sécurité quand on doit ouvrir son sac et participer. C'est ça aussi, entrer en résistance. Et je pense que la posture intérieure qu'on a par rapport à ces événements, elle est essentielle parce que la résistance est là, c'est-à-dire ne pas céder à la panique et dans l'épreuve, avoir un sursaut d'humanité. Et parce que les événements sont graves, ils nous demandent beaucoup de courage. Et c'est peut-être là qu'on va trouver notre action dans du courage. Alors, on ne sait pas encore bien toujours sous quelle forme, mais je pense que voilà, à se réunir, à en parler et avec des spécialistes comme M. Servan. Je vais donner la parole à Pierre Servan. J'espère qu'on aura répondu à la question d'Annick, que l'on remercie pour l'avoir formulée sur l'antenne d'Europe 1. Elle était assez émue en la formulant et on espère qu'elle y a trouvé quelques réponses. Pierre Servan, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, sa question est très importante parce que ça montre bien que la réponse au défi du salafisme totalitaire, qui est un nouveau totalitarisme, il n'est pas que militaire ni sécuritaire. C'est évidemment important, mais il est aussi sur le plan des valeurs, de la culture. Je dirais aussi, voilà, il faut cultiver nos valeurs, ce qui élève l'esprit. C'est une façon aussi de détruire Daesh. Daesh se nourrit des parties molles de nos sociétés et du monde, là où il y a de la pauvreté, de l'abandon, du désarroi, de la tristesse. Quand il n'y en a pas assez, il en rajoute, parce qu'en fait, c'est un chancre qui se nourrit sur des parties pourries. Bien. Pour lutter contre lui, il faut aussi, nous, que nous soyons vivants, dynamique et que nous sortions en France et en Europe de l'éternelle adolescence, de ce que j'ai appelé dans un autre de mes livres le triptyque émotionnel, compassionnel, lacrymal, c'est-à-dire réduire l'information, la lecture du monde à travers ce simple prisme et n'accepter finalement les questions militaires ou même la figure du militaire qui a été éjectée de notre paysage uniquement quand ça devient Mère Teresa en treillis. Parce qu'à ce moment-là, c'est raccord avec le côté glamour, gentil bisounours. Donc le défi, c'est à la fois de faire face à cet univers, de le comprendre, sans se laisser absorber par le piège de Daesh et de devenir comme les gens de Daesh. Donc Daesh nous tend un miroir inversé sur le plan des valeurs, de notre identité, de l'engagement. Et une forme de question, c'est, parce qu'eux, ils se font péter, c'est eux qui se suicident. On est prêt à mourir pour quoi ? Est-ce qu'on va mourir pour les RTT, pour la laïcité, etc. Donc c'est aussi un questionnement, parce qu'il faut bien voir que tous ces jeunes qui se font péter la patate, ils le font aussi parce qu'ils sont en mal d'héroïsation, de romantisme et de dépassement. Donc c'est un défi de fond. Et le mot résistance est un très beau mot. Il faut le nourrir de multiples façons. Et tous les citoyens ont leur place dans ce combat. Voilà, donc cette réflexion, Pierre Servan, vous la développez dans Extension du domaine de la guerre que vous publiez chez Robert Laffont. Vous vouliez ajouter quelque chose, Sophie ? Oui, les propos de Pierre Servan, quand il parlait de France et des Français un peu adolescents, c'est vrai que ces événements viennent faire appel à une posture d'adulte à l'intérieur de nous. Et c'est quoi un adulte ? Celui qui fait face aux frustrations, aux contrariétés, à des événements tragiques, voire traumatiques. Et c'est vrai que ça va nous demander à la fois de la résistance et de la résilience par rapport à ces événements. Bonjour Béatrice. Bonjour, mesdames. Vous êtes à Belfort. Oui. Et quelle est votre interrogation, l'interrogation, vous avez un petit peu déjà répondu à ceci, parce que mon intervention est un peu similaire à celle d'Annick, même si nous n'avons pas de même âge. C'est effectivement passer le côté émotionnel, qui est mis très en avant en ce moment, et on pense effectivement à nos amis belges qui sont des gens délicieux. Après, dans la vie de tous les jours... Comment le terme résistance me plaît beaucoup parce que je l'avais employé votre collaboratrice. Effectivement, dans la vie de tous les jours, même nous qui sommes en province, que pouvons-nous concrètement faire
dans nos changements d'habitude, de comportement, pour effectivement commencer cette résistance, parce que c'est une forme de guerre, de guérilla, je pars un peu de ce principe-là, et donc comme on doit continuer nos vies, effectivement, c'est une première façon de résister, de pas les changer, mais des actes, comme nous avons des experts avec nous, que peuvent-ils nous conseiller dans nos réactions, nos vies de tous les jours, on se déplace, des gestes ou des comportements, une réactivité à avoir pour contrecarrer. Parce qu'effectivement, nous avons effectivement nos déployants de sécurité, nos policiers et compagnie, j'en connais quelques-uns, ça commence à fatiguer quand même, on ne peut pas constamment, uniquement se reposer sur eux. Donc nous, le citoyen, le peuple, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous devons faire quelque chose voilà, dans notre vie de tous les jours. Votre sentiment, Béatrice, c'est qu'on ne peut pas compter que sur les forces Tout à fait. On doit compter de police et sur l'État, il faut compter sur soi, vous avez raison. Alain Acco, c'est vrai que les policiers, on le dit, ils ont été très sollicités, ils le sont depuis longtemps, depuis janvier 2015 évidemment, beaucoup plus qu'auparavant, ils le seront encore longtemps et ça doit être un problème. Ça va être un problème, c'est déjà un problème. Moi, ce qui me frappe, c'est comme toujours... En janvier, les policiers et les gendarmes ont été applaudis, ont été très populaires, et tout le monde a été soudain très gentil, très respectueux de toutes les règles. Et puis petit à petit, c'est redescendu. C'est redevenu normal. La vie normale reprend un peu ses droits. C'est des petits détails, mais effectivement, on a recommencé à râler quand on demande d'ouvrir un sac ou quand on nous présente son titre de transport dans un bus ou dans un métro. Ça gêne, ça râle. Ce sont ces petits gestes-là qui, on s'en rend pas compte parce que c'est anodin, c'est effectivement quelqu'un a fraudé ou pas, ou a oublié son passe Navigo, sauf que ça retient l'attention, ça distrait éventuellement des policiers ou des contrôleurs de quelque chose qui pourrait être plus grave à côté, et l'accumulation de ces petits détails qui paraissent individuellement à chacun d'entre nous totalement anodins, que ce soit pour un contrôle routier ou autre, fait que le cœur de métier de ceux qui doivent être vigilants pour nous, pour assurer notre société, n'est plus assuré par ces fonctionnaires, par ces militaires. C'est un petit détail, mais que nous signalent parfois les contacts policiers que nous avons et qui nous racontent leur quotidien. Mais ce qui est une manière de répondre à Béatrice, ce que nous pouvons faire, c'est précisément ça, être attentif au travail des policiers, leur faciliter le travail pour qu'ils puissent être à l'essentiel de leur mission et ne pas les embarrasser. C'est déjà une façon de prendre conscience de ce que l'on doit faire dans une société qui doit affronter la situation que nous affrontons aujourd'hui. Maxime ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à faire une sorte de changement d'état d'esprit ? On sait qu'il y a certaines sociétés qui sont beaucoup plus préparées, qui ont beaucoup plus intégré le risque terroriste parce qu'elles y sont confrontées depuis plus longtemps que nous, ou en tout cas de manière plus régulière. On pense évidemment à la société israélienne par exemple, où par exemple les enfants, on leur apprend clairement à l'école les gestes qui sauvent, les gestes à avoir, les réflexes à avoir en cas d'attaque. Est-ce que ça, Pierre Servant, en France, il y a un changement d'état d'esprit à avoir ? Oui, il y a un changement d'état d'esprit et ça a commencé honnêtement depuis l'année dernière, a fortiori avec les attentats de novembre où il y a une espèce de bascule. Je vous donne un témoignage. Je suis colonel de réserve. Ça fait des années que j'explique qu'il faut qu'il y ait plus de réservistes, qu'on ait une garde nationale le jour où on serait frappé. C'est pas une démarche militaire, c'est aussi de protection et puis de lien, de pont entre l'armée d'active et le monde citoyen. On s'en tamponnait le coquillard. Dans certains plateaux, des animateurs sympathiques, pas Jean-Michel, d'autres. Moi, je suis pas sympathique. Me disaient, mais me disaient, bon ça y est, Pierre Servant va nous faire son couplet réserviste, etc. Non, ce sont des problèmes sérieux. Maintenant, ça a changé, la réserve opérationnelle va augmenter. Certains amis m'ont dit, tiens, c'est marrant, tu fais les discours de François Hollande, maintenant le discours du Congrès. C'est vrai que ça correspond à des choses. Je suis pas tout seul, Jean-Pierre Filius, Gérald Desportes et d'autres. Enfin, on est 4-5 depuis des années. Il y a alors on va pas pleurer sur les renversés. Il y a un changement. Donc il y a beaucoup plus de volontaires pour rentrer dans l'armée, dans la police, etc. Mais au-delà de ça, parce que tout le monde ne va pas rentrer dans la police et l'armée, simplement de la part du citoyen, essayer de comprendre que portent les policiers, les gendarmes et que portent les militaires qui se battent au plus loin sur une menace qui fait le pont dorénavant avec aujourd'hui. Rien que cela, c'est important et c'est démocratique. J'ai toujours considéré comme une faute de notre pays, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, engagé dans des opérations, avec des soldats qui meurent au combat, qui sont blessés, des familles qui portent ça, des veuves, des veufs aussi, puisqu'il y a des femmes militaires, et une société française qui s'en foutait
totalement. Ça a été loin de nous. Ça n'est pas normal. Et ces crises-là nous rapprochent de ces gens qui défendent donc rien que notre idéal loin de nos frontières. Allez interroger, vous voyez des militaires dans la rue, des gens de sentinelle, allez discuter avec eux pour voir ce qui se passe, etc. Donc c'est vraiment cette acculturation qu'il faut reprendre. Tout ça pour faire corps, ce sont des valeurs qui sont très fortes dans l'armée. Il n'y a pas que des lumières dans l'armée, je connais bien ce monde-là, mais c'est encore le réceptacle de valeurs en termes de solidarité, faire corps, l'engagement, le dépassement de soi. C'est des choses qu'on peut arriver à partager dans cette période de résistance, parce que c'est une guerre de 30 ans. Sophie Peter, rapidement. Oui, on voit sur tout ce qui est le traitement du stress post-traumatique, on voit très bien que s'accepter vulnérable, c'est le premier acte qui force et qui amène à agir. Donc finalement, quand j'entends Pierre Servan parler de l'armée, des militaires et tout, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de notre vulnérabilité. Et plus on va ressentir dans l'état d'esprit que nous ne sommes pas invincibles, que le pire du pire peut nous arriver, alors on s'accepte vulnérable. Et dans cette acceptation-là, on trouve de la force. Alors que tout contrôler, de faire comme si rien ne nous était arrivé, on n'efface pas l'indélébile. Et c'est tout le sujet du stress post-traumatique quand il arrive à un individu, voire un collectif, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On ne va pas essayer de tenter de contenir, parce que là, à ce moment-là, on met un pansement sur une plaie qui est absolument pas nettoyée et traitée. Donc là, c'est effectivement faire corps avec cette vulnérabilité pour arriver à nous trouver de la force. Finalement, c'est la fameuse formule nietzschéenne, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On n'a jamais été autant là-dedans. 39-21, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Gaël est avec nous. Bonjour Gaël. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à vos invités. Vous êtes à Saint-Éverzac, dans le Finistère. Tout à fait. Alors, l'objet de mon appel concerne le renforcement de la sécurité. Oui. Je me suis rendue à un concert samedi soir à Angers et j'ai été très surprise de ne pas avoir été fouillée, à peine palpée. Et je me suis aperçue dans la salle de concert que j'avais gardé mon tuteur dans la poche de ma veste, puisque ça fait partie de d'un de mes outils de travail. Du coup, ma question est quand est-ce qu'on aura plus de contrôle, puisqu'on nous parlait de renforcement de sécurité après les attentats de 2015, et je vois pas franchement de différence. D'accord. Là, vous parlez d'une salle de concert. Salle de concert. Tout à fait. Mais ce qui veut dire, Alain Acco, restez avec nous, Gaël, que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un peu la vie ordinaire qui revient, le souvenir des attentats s'estompe, donc on contrôle moins, on revit normalement. Et on a peut-être tort, au fond, de retrouver ce cours normal de la vie, parce qu'il faut être vigilant à chaque instant. Parce que la vigilance à 100% tout le temps... c'est pas possible. La psychologue qui est à côté nous expliquera peut-être que c'est un objectif qui est extrêmement difficile à atteindre, et une discipline qu'on peut avoir peut-être dans un pays comme Israël, qui est tous les jours ou quasiment, ou chaque semaine, visé par les attentats terroristes, ce qui n'est pas encore le cas en France, bien heureusement. Ensuite, pour les contrôles à l'entrée d'une salle de spectacle, il ne faut pas compter sur les forces de l'ordre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire on veut des policiers devant chaque salle de spectacle qui vont nous palper ou fouiller nos sacs, devant chaque école pour vérifier que personne ne rentre, devant chaque grand magasin. C'est vrai que la société privée, la société civile doit s'organiser pour ce genre de choses. Mais il faut peut-être que toutes les salles de concert, tous les lieux publics soient surveillés autrement qu'ils ne le sont. C'est très difficile. Au sein du ministère de la Culture, c'est un débat qui était très fort parce que les organisateurs expliquent que ça coûte très cher. Et ça a été fait dans les semaines qui ont suivi le Bataclan. De toute évidence, à Angers, en tout cas samedi soir, ça n'était pas le cas. À Angers et sur Maillard, la vigilance à 100%, Sophie Peters, évidemment, c'est pas possible. À un moment, on se relâche, c'est assez naturel. On risquerait même de tomber dans des états de panique. Donc, même sur le plan neurologique, vous ne pouvez pas être en vigilance maximum. Mais je trouve très intéressant ce genre de questions, parce que ça parle aussi de nous. Et je reviens à l'état d'esprit et à la posture des Français. C'est-à-dire qu'on demande à un État, on demande à l'extérieur de nous protéger à 100%. On est habitué à ça et on dit, comment ça, la police, l'État, c'est à eux de nous protéger. On a aussi des choix très individuels des personnes
apprenne à le faire sur notre sécurité, à se poser la question de, je sais pas, quel mode de transport on accepte et on est en mesure de prendre. Qu'est-ce qu'on vit au mieux et comment vivre au mieux dans cette société qui finalement est une société risquée. On va prendre des décisions, on va faire des choix personnels pour nos proches, pour nous-mêmes, et on va essayer de naviguer avec ça là où on sent que on peut bien, entre guillemets, le vivre, ou en tout cas la zone dans laquelle on arrive à se garder un certain confort et voir trouver du réconfort par ailleurs. C'est ça qui me semble important. Merci Gaël d'avoir appelé le 39 21. J'accueille Paul sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Paul. Oui, bonjour Monsieur Arati. Vous êtes à Strasbourg. Merci de recevoir mon appel. Je vous en prie. Je suis très content que vous ayez des spécialistes, je crois, comme M. Servan. Parce que moi, je vais peut-être aller un petit peu à l'encontre de ce que j'ai entendu là avec votre débat. Allez-y. Moi, je me pose de plus en plus la question, est-ce que la France ne porte pas une grande responsabilité dans ce qui se passe actuellement? Responsabilité du fait de son interventionnisme, soit en Afrique noire ou alors au Moyen-Orient. À chaque fois, quand il y a le moindre problème dans ces pays-là, la France y va avec son armée. Aujourd'hui, les attentats qu'il y a eu en France et les attentats en Belgique, hier, à plus forte raison, un commentateur belge disait hier soir, on a dû intervenir parce qu'il fallait soutenir la France et les autres pays en Syrie ou dans les interventions en Syrie. Moi, je pense que c'est une grande erreur. Et en plus, je pense plutôt que M. Hollande a voulu se faire, en intervenant au Mali, il voulait se faire une légitimité internationale, ce qui a été beaucoup dit par vos commentateurs. Et M. Sarkozy, quand il est intervenu en Libye, bon, c'est pas trop, mais bon, il est intervenu, il fallait pas le faire. Je prends l'exemple de l'Algérie. Nous avons quitté l'Algérie, l'indépendance en 62. L'armée française n'a jamais été appelée à la rescousse par l'Algérie pour régler son problème d'islamisme ou de terrorisme. Et Dieu sait, ici on a eu Les Algériens se sont débrouillés tout seuls de cette difficulté qu'ils ont rencontrée. Et le Mali, vous le citiez Paul, c'est différent. Là, par exemple, la France est intervenue au Mali. Donc la question de Paul est simple. Après tout, est-ce qu'on ne paie pas pour les actions que nous avons menées à l'extérieur ? Alors c'est une question qui revient très souvent et c'est un débat tout à fait légitime. Alors tout d'abord, je crois que nous sommes visés et nous sommes frappés, pas du tout à cause de ce que nous faisons, mais vraiment à cause de ce que nous sommes. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, la laïcité, etc. Enfin, je ne vais pas développer tout. Nous sommes visés à cause de cela. L'Europe est visée à cause de cela, à cause du projet, encore une fois, salafiste totalitaire. C'est la première chose. Est-ce que la France intervient à tout moment, n'importe comment, etc. Pas du tout. 2003, la France s'oppose de façon très carrée à son allié américain. La France a payé cher, dans un premier temps, cela en termes de boycott de la part des... relations avec les États-Unis. Avec les États-Unis, ça a été extrêmement dur. En Afghanistan, j'étais en Afghanistan à l'époque, vous avez des militaires américains qui étaient à deux doigts de se foutre sur la figure et des militaires français. Donc non, la France n'intervient pas à tour de bras n'importe où. L'Afrique noire, alors il y a une vraie question. Moi, ma position, c'est de dire que si on n'intervient pas, le cancer djihadiste s'attaque aux parties molles de nos sociétés et des pays en difficulté, et vous avez une expansion du virus après du cancer considérable. Donc, sur le Mali, intervenir est mieux, mais il faut intervenir à bon escient. L'opération était intelligente parce que derrière le fait de stopper les forces d'AQMI, on a aidé le pays à se reconstruire. Et sur le Proche et le Moyen-Orient, si les Américains notamment n'étaient pas intervenus en 2014 pour bloquer l'expansion de Daesh, Bagdad serait aux mains de Daesh. Et le problème, c'est que dans ces régions du monde pauvres, avec énormément de population à l'abandon, quand vous avez une force puissante, impérialiste, totalitaire qui gagne, elle draine des millions de jeunes qui sont paumés. Donc il faut à la fois faire des interventions militaires et puis travailler sur le fond, diplomatie, économie, développement, résistance culturelle, intellectuelle, etc. Voilà Paul, j'espère que Pierre Servan a répondu, en tout cas il a tenté de le faire le plus complètement possible à la question que vous avez posée. Nous marquons une petite pause et nous poursuivons le dialogue sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 14h. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous poursuivrons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 39 21. Dialogue consacré bien sûr aux conséquences des attentats qui se sont déroulés à Bruxelles hier. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Prix dans le Val d'Oise. Oui, voilà. Donc, alors, nous vous écoutons. Voilà, je suis contente de passer quasiment en dernier parce que, en fait, je m'adresse aux trois spécialistes. Allez-y. On est vraiment en France, dans le monde des bisounours. On est en train de payer, 30 ans de laxisme concernant ces pauvres petits, la culture de l'excuse.
le gouffre financier des politiques de la ville, une immigration non choisie, etc. Maintenant, concernant les mesures de sécurité, écoutez, moi, 3 jours après l'attentat du 13 novembre, je devais prendre l'avion pour aller à Madrid. J'avais pris 3 heures d'avance pensant être fouillée matin, midi et soir, c'était à partir d'Orly. Il n'y avait personne. Donc là, on ne parle même pas des histoires de salles de spectacle. Hein. Là, je parle de choses... Orly, aéroport. Voilà. Voilà. C'est-à-dire un lieu dont on peut penser spontanément que la sécurité y est à un niveau important. Eh bien, rien. Alors moi, je vais quand même vous dire un truc. Allez-y. Alors, j'ai 2 choses. Alors, à propos, pour monsieur... de manière Pierre Servan, synthétique, Christine. il a parlé d'un 6e continent. Je suppose que ça doit être l'Océanie. L'Antarctique, c'est l'Antarctique où il n'y a pas Daesh. L'Antarctique, ah bah oui, c'est clair que parce qu'il y a les manchots et ils ne veulent pas perdre la tête. Voilà. Bon, ça c'est clair. Bon, très bien, parce qu'en Océanie, j'allais vous dire, l'Australie a pris des mesures drastiques concernant l'arrivée des immigrants. Bon. Et la deuxième chose, Christine. Et la deuxième chose, la dernière chose, oui. Et ça fait partie de la culture de l'excuse. Monsieur l'imam de Brest, ensuite, qui est toujours en train d'officier. Ce matin, j'ai pas entendu Manuel Valls répondre concernant l'imam, un type qui est en train d'exercer dans le Gers. Eh ben non, parce que ce sont ces gens-là. C'est pareil, quand vous avez des villes qui organisent le salon de la femme musulmane, mais où est-on? On sait très bien ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il y a des gens qu'il faut virer les qu'un grand B. Voilà, vous l'avez dit. La dernière chose. Oui, alors rapide, Christine. Oui, allez-y. Oui. Moi, rapide, je pense que pour tout ce qui se passe actuellement, il faut se reposer le problème de la peine de mort pour ce genre d'individu. Je suis désolée. Non, mais écoutez, vous l'avez dit, je ne suis pas sûr qu'on va régler ce dernier problème. Peut-être juste avant, c'est vrai, Alain Acco, quand on va dans un aéroport et qu'on a le sentiment de ne pas être contrôlé, le sentiment d'insécurité doit être épouvantable. Et peut-être que là, on peut comprendre que des gens en France, quand ils ont le sentiment que des lieux aussi importants sont mal surveillés, ça crée un vrai malaise. Il y a surveillé et mal surveillé. Là, c'est de la palpation. Elle réclamait de la palpation et du contrôle, si j'ai bien compris. Je pense qu'on passe sous des détecteurs de métaux et que tous les bagages sont examinés à 100%, en tout cas passent dans le détecteur à 100%, qu'il y a des patrouilles dans les aérogares. Alors effectivement, là encore, on peut exiger des forces de l'ordre qu'elles fouillent tout le monde dans toutes les gares et dans tous les aéroports. Je ne suis pas certain que ce soit cette société-là dans laquelle nous souhaiterions vivre. Voilà, le message, c'est ce que vous disiez, Sophie Peters, il faut aussi rester assez froid, assez calme et ne pas demander des surprotections. Et se prendre en protection soi-même. En protection. Ça aussi, c'est de la résistance. Voilà, c'est très bien. C'est ce qu'on conseille à Christine. On est sûr qu'elle le fera très bien. Merci Pierre Servan d'avoir accepté de dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Extension du domaine de la guerre chez Robert Laffont. Merci Sophie Peters. On vous retrouve donc vendredi sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 22h30. 23h, pas 22h30, on m'a marqué 22h30. Mais c'est 23h. Et merci Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Merci Maxime. À demain. Maxime, merci Anissa. À demain Jean-Michel. À demain, à midi, pour une nouvelle édition d'Europe Midi.